Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. Je suis Yasmine et je vais vous accompagner durant ce deuxième grand direct pour la semaine des web radios AEFE. L'info sur tous les fronts. Voici le sommaire. Tout d'abord, on commence avec le journal local présenté par Michel. Ensuite, Rim va nous parler de l'influence du journalisme sur l'individu. Tracy va nous représenter les résultats du micro-trottoir pour nous parler des fake news. Dans la rubrique cinéma, Kim va nous présenter les Ghostbusters. Je vous parlerai ensuite du voyage web radio et audiovisuel à Paris. Lana accueille notre invité spécial. Dans la rubrique cuisine, Naya va nous montrer comment préparer un délicieux pancake à la banane, une recette à ne pas manquer. En sport, Andrea nous tiendra au courant des dernières actualités sportives à propos des Jeux Olympiques. Et en effet, dans la rubrique environnement, Zoé nous parlera des enjeux environnementaux actuels. Bonjour Michel, parle-nous du journalisme et du journalisme au Liban. Quels sont les défis auxquels les journalistes font face ? Bonjour. En effet, Yasmine, être journaliste au Liban est une mission à la fois complexe et périlleuse, marquée par une longue histoire de défis. Malgré la définition simple du métier, qui consiste à rassembler, organiser et transmettre des informations à travers divers médias, la réalité sur le terrain est bien plus nuancée. Les journalistes naviguent dans un champ de mines constant, où chaque pas peut déclencher une explosion. Le Liban, notre petit pays, est un exemple frappant de ces défis. Dans un contexte de crise perpétuelle, les journalistes se retrouvent constamment en danger et sous pression. Malgré les nombreux risques et inconvénients, de nombreux individus, ont choisi cette voie de militants et de résistants contre l'opposition et l'injustice. Mais malheureusement, nombreux d'entre eux ont payé le prix ultime, sacrifiant leur vie pour la liberté de la presse. Merci pour ces informations. Je me pose encore une question sur les journalismes. Rim, est-ce que les journalistes ont un impact sur nos opinions ? Et oui, Yasmine, il est souvent difficile de se repérer entre les différentes catégories de journalistes, reporters, présentateurs, éditorialistes, comme nous les jeunes reporters à Web Radio TV GLFM. Chacun son travail. Mais est-ce que les journalistes sont là pour nous influencer ? D'après Tristan Valex, rédacteur en chef à France Télévisions, les journalistes sont là pour trouver des faits d'information et les exposer. C'est le journalisme d'information. Mais il y a aussi le journalisme de commentaires ou d'opinion, qui peut être des raisons idéologiques ou des raisons économiques. Les journalistes ont un devoir de neutralité. Ils essayent d'enquêter surtout pour leur journal. Ils essayent aussi de se moderniser sur la forme d'être sur les réseaux sociaux pour leur appartenance sociale. Ah bon, c'est bon à savoir. Passons aux fake news. Tracy, d'après ton micro-trottoir, comment tu as trouvé les jeunes face aux fake news ? Les fake news, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Les fake news, aussi dit comme fausses nouvelles, sont très répandues sur les réseaux sociaux de nos jours. Mais pourquoi les répandre ? Et dans quel but ? Ces informations sont diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Les fake news ont toujours existé. Elles ont beaucoup d'impact sur le public, aussi bien que sur les lecteurs sur les réseaux sociaux. Pour lutter contre ces fake news, on doit toujours s'assurer de nos sources, qu'elles soient fiables et justes. Pour cela, regardez le nom du média, le nom du journaliste, la date de l'article et la section du média. Un texte fiable est généralement signé, daté, donc il est facile d'identifier la source de provenance. Pour voir les impacts des fake news au collège, j'ai demandé aux élèves s'ils vérifient la source de l'information avant de la diffuser. Eh bien, 83% le font, tandis que 17% transfèrent le message sans vérifier. Yasmine, tu as déjà été victime de fake news ? Oui, c'est si commun que ça. Figure-toi que 75% des élèves ont été victimes de ces fausses nouvelles, tandis que 25% ne l'est pas. À mon avis, la plupart des élèves deviennent plus éveillés et vérifient les sources, ce qui aide à réduire les propagandes inutiles. Chers auditeurs, je vous conseille tous de prendre le temps de vérifier la source de l'information avant de les diffuser pour limiter les dégâts. Tu as raison Tracy, il faut vérifier avant de diffuser n'importe quoi. Alors Kim, Ghostbuster est de retour ?
city's freezing over, E. But we're not cold. Because we've got Quarter zips! the perfect item of clothing to defeat a death chill. Exactly, they're so warm. Let's go bust some ghosts. Don't worry, Ghostbusters, we're here. And we're wearing quarter zips. Damn, they stole our gear. Hey, I think we should run. We're pocket passers. We can't run. Ghostbusters, Frozen Empire. Exclusively in theaters. Rated PG-13. Bonjour Yasmine, tu as déjà vu le film Ghostbusters? Non. Eh bien, tu devrais le voir, car le film Ghostbusters Frozen Empire sera dans les salles aux États-Unis à partir du 22 mars, en France du 10 avril et au Liban du 2 mai 2024. Réalisé par Gil Kenan, c'est la suite de Ghostbusters Afterlife et le 5e film au total de la franchise de Ghostbusters. La chasse aux fantômes passe à un niveau supérieur lorsqu'une force maléfique est libérée. Les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent s'unir pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Les acteurs Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Celeste O'Connor et Logan Kim reprennent le rôle d'Afterlife avec les acteurs des premiers films. Le tournage a débuté le 20 mars 2023 et les prises de vue se sont déroulées à Londres dans les Warner Bros. Studios d'Eavesden ainsi qu'à New York. Cela va être passionnant de voir cette équipe rebondir compte tenu du large écart d'âge et de la brillante gamme de talents comiques qui bordent ce casting. Et encore plus passionnant si notre prochain voyage sera à Londres. On pourrait visiter les studios où le film a été tourné, n'est-ce pas Yasmine? En effet, Kim. J'ai hâte pour le prochain voyage. On refait des noodles dans la chambre? Oui, bien sûr. Yum, mais c'était trop bonne. Le Grand Rex vous présente sa sélection de bandes annonces. Grâce au voyage web radio audiovisuel à Paris cette année, nous avons découvert tout un autre monde au niveau du journalisme et du cinéma. Nous avons même eu l'opportunité de visiter les coulisses de la chaîne de sport L'Équipe TV. Sans parler de notre expérience au Grand Rex, des studios de Disneyland, Roland Garros et j'en passe. Vraiment une expérience magique, n'est-ce pas Théa? C'est vrai, franchement, moi, j'ai adoré. Surtout le musée de Méliès avec les origines des effets spéciaux, c'était waouh, magnifique. Et maintenant, Lana va accueillir notre invité du jour. À toi la parole. Merci Théa. Nous avons le plaisir d'accueillir une élève de terminale, Serena Jallad, une des top 40 de 112 skieurs de la Junior World Championship. Bonjour Serena. Bonjour. Tu as commencé à skier à 6 ans, mais tu es entrée dans le monde des compétitions à 13. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Mais en fait, je skiais comme tout le monde et une fois j'étais sur le télésiège et j'ai vu des gens descendre dans une compétition. Donc je me suis dit non, pourquoi c'est pas moi? Et je me suis inscrite dans une équipe compétitive. Et quels sont les défis que tu as rencontrés en tant que jeune skieuse et comment les as-tu surmontés? En fait, quand je suis rentrée, c'était trop dur pour moi car tout le monde avait le niveau et ils étaient tous bien entraînés alors que moi, j'étais comme ça nouvelle. Donc j'ai dû beaucoup m'entraîner et oui, comme ça. Mais avec toutes les upcoming competitions, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre tes études et ta passion? En fait, je skie le matin et quand je reviens, je fais mes études et tout car je suis en train de rater trop de cours et je peux pas venir à l'école pendant les journées à cause des entraînements, des compétitions et tout. Et comment est-ce que tu vois ton avenir dans le ski? Envisages-tu de faire une carrière dans ce domaine? Si je continue mes études au Liban, je continue le ski, mais si je quitte, je vais devoir arrêter, malheureusement. Enfin, quel conseil donneras-tu à d'autres jeunes passionnés de ski qui aspirent à atteindre un niveau de compétition similaire au tien? Si vous voulez vraiment rentrer, rentrez et ça va si vous êtes en retard par rapport aux autres et tout. C'est jamais très tard de rentrer et tout. Travaillez bien et vous allez réussir. Merci Serena d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonne continuation en espérant de te voir aux Jeux Olympiques d'hiver. Merci. Bravo Serena et bonne chance. Merci. À présent, la rubrique cuisine avec Naya qui va nous apprendre à faire des délicieux pancakes à la banane, faciles et rapides à faire. Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, je vous propose une recette super simple et rapide de pancakes à la banane version fête des mères. Pour cette recette, il nous faudra 2 bananes ou une grande, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de farine et une pincée de sel.
On commence par écraser nos bananes dans un bol, à l'aide d'une fourchette. Dans un autre récipient, on mélange les œufs et on les rajoute au premier bol. Yasmine, est-ce que tu peux m'aider avec les œufs? Un travail de professionnel. Ensuite, on rajoute la farine et le sel. Et on mélange tout ensemble jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Attention, la consistance de la pâte ne doit pas être trop liquide. Pour être un peu extra et impressionner nos mamans, on peut rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire rouge à notre mélange. Enfin, on verse un peu de pâte sur une poêle qu'on va ensuite étaler en forme de cœur à l'aide d'une cuillère et qu'on cuit à feu doux. On peut retourner le pancake quand des bulles recouvrent toute sa surface. Après cuisson, ça sera le résultat. Le pancake a déjà le goût de la banane, mais pour ajouter encore plus de goût, vous pouvez le servir avec du chocolat, du peanut butter ou même de la confiture. Bonne fête à toutes les mamans et bon appétit! Merci Naya, ça a l'air délicieux. Et maintenant on a faim. La France est bien occupée cette année avec les Jeux Olympiques. Mais d'ailleurs, de quand datent-ils et où se passeront-ils, Andrea? Les Jeux Olympiques est une compétition sportive internationale rénovée en 1893 par Pierre de Coubertin et qui a lieu tous les 4 ans depuis 1896. Comportant une édition d'été et une d'hiver, la tradition veut qu'ils aient été institués en 776 avant Jésus-Christ pour commémorer la victoire remportée à la course de chars par Pélops. Cette année, les JO se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août, contrairement aux Jeux paralympiques de Paris qui se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024, durant 12 jours de fête pendant lesquels le monde entier célébrera les performances hors normes d'athlètes d'exception. Se lançant dans l'aventure avec une ambition, Paris 2024 veut proposer des jeux révolutionnaires. Le logo des Jeux Olympiques comporte 5 anneaux entrelacés, représentant les 5 continents unis par l'olympisme. Quant aux 6 couleurs, en incluant le blanc en arrière-plan, elles représentent toutes les nations. En effet, au moins l'une de ces couleurs était présente dans le drapeau de chaque pays lors de la création du drapeau. En associant des symboles emblématiques, Marianne la flamme olympique et une médaille d'or, l'emblème de Paris 2024 reflète avec élégance les jeux humains et fraternels que la France entend accueillir. La Seine, fleuve iconique de la capitale, est au cœur de ces Jeux olympiques de Paris 2024, puisque c'est sur le fleuve et autour du fleuve qu'est organisée la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Cette cérémonie unique est pour la première fois la Seine, fleuve iconique de... Un petit problème technique. La Seine, fleuve iconique de la capitale, et au cours de ces Jeux olympiques de Paris 2024,
puisque c'est sur le fleuve et autour du fleuve qu'est organisée la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Cette cérémonie unique est pour la première fois organisée hors stade et le public pourra saluer les athlètes défilant dans des embarcations flottantes sur la Seine. Comme prévu, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 va se dérouler le 26 juillet prochain. Au total, 180 bateaux sont attendus sur le fleuve parisien pour voir défiler les athlètes, mais aussi assurer leur sécurité. Les visiteurs peuvent assister à la compétition dans les grands lieux du sport parisiens et franciliens, mais également dans les monuments les plus emblématiques de la capitale, visités par plusieurs millions de touristes chaque année. L'assurance de vivre des moments exceptionnels dans un cadre hors du commun. Ainsi, les épreuves de volleyball de plage, beach volley, se tiennent face à la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Les duels d'escrime et de taekwondo sous la verrière du Grand Palais et le tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides. Waouh, je ne savais pas tout ça sur les JO. Merci Andrea. Passons à Zoé qui va nous présenter la rubrique environnement. Bonjour Zoé. Bonjour Théa. Eh bien, face au plus grand défi de l'humanité, le plus grand événement du monde prend des engagements inédits pour le climat à l'échelle des Jeux. Paris 2024 met en place un nouveau standard dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. L'objectif de Paris 2024 est ambitieux. Diviser de moitié l'empreinte carbone des Jeux par rapport aux éditions précédentes. En agissant sur tous les postes d'émission et en mobilisant tous les acteurs, Paris 2024 veut démontrer qu'un autre modèle est possible. Au-delà de la réduction de son impact sur le climat, Paris 2024 souhaite voir plus grand et plus loin en s'engageant dans la lutte contre le changement climatique afin de compenser le plus d'émissions que les Jeux n'en auront jamais générées. Et parce que les Jeux sont par nature éphémères, Paris 2024 partage dès maintenant ses outils et méthodes pour participer à l'accélération dans la transition écologique, dans le sport et les grands événements avant et au-delà de 2024. La réalité est que les JO vont causer une pollution monstrueuse et généreront 1,56 million de tonnes de CO2. Dès qu'on a un événement de cette ampleur, cela va nécessiter une construction massive, notamment de nouvelles infrastructures. L'émission de carbone à Paris, après les JOP, est supposée d'être environ 1,58 million de tonnes de CO2, ce qui est déjà un bon début vis-à-vis de l'environnement, car pendant les JOP de Londres ou de Rio, ils étaient environ de 3,5 millions de tonnes de CO2. Mais cela reste encore un montant plus qu'énorme. Paris 2024 a donc choisi d'utiliser 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. Eh oui Zoé, la protection de l'environnement doit être une priorité. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce grand direct pour la semaine de la presse et à tous ceux qui nous ont suivis. C'était le Grand Lycée Franco-Libanais en direct de Beyrouth. Hold up.